L'esprit de cordée est au cœur de l'alpinisme depuis sa création. Cette corde qui relie les hommes qui s'engagent en montagne représente l'union de leur destinée et de leurs décisions. Mais que se passe-t-il lorsqu'une succession de petites catastrophes aboutit au drame et que la corde se rompt? En 1985, sur les flancs du Sula Grande, Simon Yates et Joe Simpson vivront plus intensément que quiconque les tourments métaphysiques de la notion de cordée et de sa symbolique. Voici l'histoire de la mort suspendue. Joe Simpson est anglais. Il a 25 ans et c'est un alpiniste chevronné avec plusieurs ascensions d'envergure réalisées dans le massif du Mont Blanc. En 1985, il part avec son ami Simon Yates pour l'Amérique du Sud avec un projet ambitieux. Réaliser la première de la face ouest du Sula Grande, dans les Andes péruviennes. Leur période d'acclimatation se passe tant bien que mal. Depuis leur camp de base à 4800 mètres, ils entreprennent plusieurs ascensions faciles sur des sommets secondaires, mais n'achèvent aucune d'entre elles. À chaque fois, ils se retrouvent pris dans le mauvais temps, qui se lève sans prévenir. Mais sûrs de leur force, ils partent enfin pour le Sula Grande. Le soir, ils bivouaquent au pied de la paroi et sont surexcités par le défi qui les attend. Leur ascension est compliquée par les ice flutes, morceaux de glace en forme de tube qui recouvrent la paroi. Ils sont extrêmement instables et se forment avec le vent d'altitude. C'est un phénomène typique des Andes qui rend les ascensions très délicates. Après un combat de 2 jours dans cette face ouest jamais gravie auparavant, ils arrivent au sommet du Sula Grande en ayant déployé tout leur arsenal technique d'alpinistes et en ayant bien entamé leur capital physique. Épuisés par le combat que leur a imposé la montagne, Simon et Joe décident de redescendre par l'arête. L'accumulation de neige rend la marche pénible et ils passent au travers de corniches surplombantes, manquant plusieurs fois d'emporter leur cordée dans une chute mortelle. Pour ne rien arranger à la situation, le mauvais temps revient et leur bouche complètement la visibilité. Joe décide de reprendre la tête pour que Simon, qui a beaucoup donné, puisse se reposer. Et il semble enfin apercevoir le col qui marque le bas de cette arête infernale et d'où ils pourront rejoindre facilement le glacier. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Joe entrevoit la fin de leur aventure qui a bien failli mal tourner. Il lui reste cependant un petit mur de glace à descendre. Il choisit de le désescalader pour aller plus vite en utilisant ses crampons et son piolet. Après quelques mètres, son pic à glace ricoche sur la paroi et Joe est projeté en arrière. Il tombe violemment dans la neige et une douleur insoutenable irradie sa jambe droite. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'arracher l'articulation de son genou. Sa jambe, prise dans une corde, s'est pliée dans un angle épouvantable lors de sa chute. Quand il surmonte enfin la douleur, il découvre l'étendue des dégâts. Joe le sait, il va mourir sur cette montagne. Simon, qui arrive quelques instants plus tard, réagit froidement à la situation. Les deux compagnons n'échangent pas de mots, aucun des deux ne sachant la décision à prendre. Pendant que Simon part explorer un peu plus loin sur l'arête, Joe rampe comme il le peut dans la neige et se traîne péniblement sur 40 mètres. Quand il revient, Simon lui expose son plan. Il va encorder Joe sur 100 mètres, en faisant un nœud entre leurs deux cordes de 50 mètres. Il va creuser un trou pour faire un genre de relais dans la neige et freiner la descente de Joe qui glissera à plat ventre dans la pente. Simon pourra le freiner grâce à son descendeur et devra simplement faire passer le nœud à travers le descendeur pendant que Joe soulagera la tension de la corde en prenant appui sur sa jambe valide. Ils parviennent comme cela à descendre près de 800 mètres, alors que la nuit est en train de tomber et que la tempête redouble d'intensité. À chaque longueur, la jambe blessée de Joe, qui porte toujours ses crampons aux pieds, s'accroche et cogne dans la neige, ce qui lui inflige une véritable torture. Simon, de son côté, constate que la plupart de ses doigts sont atteints de graves gelures qui ont commencé à nécroser ses phalanges. Mais qu'importe, ils se savent tout proches du bas de la face et du glacier. Leur morale est regonflée et Joe se prépare à une ultime dose de souffrance dans la descente. Mais soudain, le rebord d'une falaise surgit du brouillard devant Joe, qui ne peut rien faire. Il saute le ressaut et plonge dans le vide. Quand la corde se tend brutalement, il se retrouve suspendu au-dessus de 30 mètres de vide. Le choc fut violent et Simon presque arraché de son relais dans la pente. Il réalise vite ce qu'il a pu se passer. La situation est délicate mais pas désespérée. Il lui suffira de faire descendre Joe tranquillement le long de la paroi.
Mais aucun des deux hommes ne se rappelle qu'à ce moment-là, leur corde est en fait composée de 2 morceaux noués ensemble. Quand Simon s'aperçoit que le nœud de la corde se rapproche de son descendeur, il réalise son erreur. La tension sur la corde, que Joe ne peut plus alléger, empêche Simon de défaire le nœud et passer la corde dans le descendeur. Très vite, il analyse les faits. Il ne peut pas descendre Joe plus bas et lui ne peut pas remonter. Ils sont condamnés tous les deux. Son assise dans la neige est d'ailleurs en train de céder. Il glisse inexorablement vers la mort, entraîné par le poids de Joe, toujours suspendu. Dans un éclair de lucidité, il se rappelle de son couteau au fond de son sac. Il parvient à le trouver, l'ouvre avec ses dents et coupe la corde qui cède d'un seul coup. Joe disparaît. Simon est sauvé, mais profondément marqué par la décision qu'il vient de prendre. Il creuse un trou dans la neige pour y passer la nuit. Le lendemain, la journée splendide contraste avec la tourmente de la veille. Il entreprend de descendre la dernière petite portion de paroi et prend pied sur le glacier. Il ne peut détourner son regard de la falaise dans laquelle Joe s'est retrouvé suspendu. Il aperçoit juste en dessous une énorme crevasse largement ouverte. Pas de doute, Joe n'a pas pu échapper au grand plongeon. Il l'appelle plusieurs fois sans grand espoir et doit se résoudre à la terrible vérité. Son ami est mort. Il commence le trajet de retour au camp de base, habité d'un grand désespoir. Mais Joe n'est pas mort. Il est bien tombé directement dans la crevasse, mais a survécu à la chute de près de 20 mètres lorsque Simon a coupé la corde. Il a atterri sur un pont de neige assez précaire, à une bonne profondeur de la crevasse. Il en voit encore l'ouverture, mais l'ascension est impossible avec sa jambe blessée. Il pense d'ailleurs qu'il a entraîné Simon dans sa chute et que son ami, mort ou assommé, gît en surface de la crevasse. Il tire donc sur la corde, mais lorsque celle-ci lui tombe mollement dessus, il comprend qu'elle a été sectionnée. Le bout effiloché ne lui laisse pas de doute. Simon a coupé la corde. Joe trouvera encore la lucidité de poser une broche à glace pour s'assurer à la paroi de la crevasse avant de commencer à délirer et se préparer à mourir au fond de ce trou sordide. Mais encore une fois, il ne meurt pas. Joe se réveille de sa torpeur et se remémore les événements de la veille. Il n'a qu'une seule solution. Puisqu'il ne peut pas remonter vers l'entrée de la crevasse, il doit tenter sa chance en descendant plus profond. Il sait que dans ces labyrinthes de glace, les crevasses de ce type peuvent avoir en réalité 2 entrées et sorties à différents endroits du glacier. Il s'enfonce dans la crevasse le long de sa corde, mais ne peut distinguer autre chose qu'un abîme profond et obscur. Il sait qu'il vient de tenter un pari très risqué. S'il arrive au bout de sa corde sans trouver d'issue, il sera de nouveau piégé. Mais soudain, Joe aperçoit une étendue de neige. Il se trouve dans une large grotte qu'il va pouvoir explorer. Et enfin, il l'aperçoit. La lumière du jour filtre à travers une ouverture un peu plus loin. Obsédé par ce rayon de soleil synonyme d'espoir, il déploie toute son énergie dans sa direction. Il doit gravir une pente de neige, sa jambe le fait atrocement souffrir, mais il y arrive. Il sort enfin de la crevasse et s'écroule sur le glacier. Alors, il se met à ramper. Il sait qu'il a plus de 10 km à parcourir pour rentrer au camp de base, mais sa volonté de survivre est plus forte que tout. À ramper avec sa jambe blessée, il endure le martyre, mais continue. Il serpente dans ce labyrinthe de glace, seul et sous un soleil impitoyable. Sa soif redouble et il lèche la glace autant qu'il le peut. Souvent, il s'évanouit ou il s'endort. Mais il se réveille toujours et inlassablement reprend son cheminement. C'est un exploit de volonté mentale qui le pousse à ramper, mais Joe ne voit pas comment il pourrait s'en sortir encore vivant. Les jours, les nuits passent au-dessus de Joe. Les tempêtes de neige le ralentissent, mais il avance toujours. Ses hallucinations sont toujours là, plus intenses que jamais. Au camp de base, Simon n'arrive pas à se résoudre à la mort de Joe. Cela fait 24 heures qu'il reste au camp, incapable de prendre la décision de partir. Mais le lendemain, il finit par se rendre à l'évidence et lever le camp. Il brûle les affaires de Joe, puis va se coucher. Une tempête de neige fait rage dehors et il s'endort, ballotté par les hurlements du vent. Au milieu de la nuit, un bruit lointain le réveille, comme le hurlement d'un animal blessé. Il tente de se rendormir, mais le bruit se rapproche lentement. Simon Yates sort alors de sa tente et balaye le campement de sa lampe torche. Il découvre ainsi Joe, à quelques mètres, complètement exténué. Il n'en revient pas. Son ami est vivant. 3 jours et demi après avoir coupé la corde qui le reliait à lui et l'avoir cru mort,
il le tient dans ses bras. Simon prit la décision de partir aussitôt, la jambe de Joe nécessitant des soins immédiats. Mais il se trouvait dans une vallée tellement reculée qu'il fallut descendre à dos de mule pendant 2 jours, puis rejoindre l'hôpital de Lima dans une vieille camionnette. Joe Simpson fut ainsi opéré plus de 6 jours après son accident, d'un genou presque détruit et d'une fracture au talon. Il sera convalescent chez lui en Angleterre, mais repartira moins de 2 ans plus tard, en 1987, dans le Karakoram. Bien que beaucoup d'observateurs aient critiqué le comportement de Yates à leur retour, lui reprochant d'avoir coupé la corde, Joe prit inlassablement et invariablement sa défense. Il est convaincu que s'il n'avait rien fait, ils seraient probablement morts tous les deux. En coupant ce lien, Simon s'est sauvé, mais a aussi permis à Joe de survivre à sa chute et revenir au camp de base. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler de l'école de la montagne. L'école de la montagne propose des parcours pour se former à l'alpinisme, au ski de randonnée ou bien à l'escalade, entre des stages sur le terrain, des cours théoriques et du mentorat, le tout encadré bien entendu par des guides de haute montagne. J'ai été présent au premier stage de la promo alpinisme 2024-2025, il y a un mois à Chamonix, et j'ai pu être témoin de la qualité de la pédagogie et du suivi des étudiants. Je vous conseille vivement de prendre contact avec eux si vous voulez explorer la montagne en toute sécurité et de manière autonome. 3 places sont d'ores et déjà réservées pour mes abonnés, alors rendez-vous vite sur le lien en description. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et commentez, cela aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.